Ici, comme info, bon, une publication qui est en cours de préparation et ils ont organisé un workshop qui se tenait, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière, vendredi passé, dont on peut ou on pourra probablement voir les traces sous peu. Donc aujourd'hui, la conférence sera d'une durée, généralement c'est une quarantaine de minutes, là, suivie d'une période de questions. Les gens en ligne sont bien sûr encouragés à poser des questions à un moment venu. Tu peux entrer, Robert, en tout cas. Via le module de clavardage ou en levant la main tout simplement. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Le titre de la conférence, avant qu'il n'ait changé, je ne crois pas, c'est La mesure du chômage en Italie, une perspective historique. Donc, sans plus tarder, je te laisse. Oui, je vais commencer. Merci. Merci à tous pour être ici. Merci, CIRST, personnel administratif, pour avoir coopéré à la bonne réussite de ce séminaire. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour mon français un peu limité, peut-être insuffisant, mais j'ai préparé cette diapo pour vous aider dans la compréhension. Donc, la mesure du chômage en Italie, dans une perspective historique, a été l'objet de mes recherches doctorales et postdoctorales. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une idée générale de cette recherche. Pourquoi une histoire de la mesure du chômage en Italie? Avant tout, j'avais observé l'absence de reconstruction historique dans la perspective spécifique de l'histoire de la statistique, qui est un point de vue très intéressant pour comprendre l'évolution des faits sociaux et la transformation historique du travail et du chômage. Mais aussi le fait que il faut aujourd'hui encore historiciser un phénomène qui semble de plus en plus comme naturel et inévitable, et surtout dans les contextes européens et surtout dans les contextes italiens. J'ai commencé cette recherche après la crise de 2008-2009, donc c'était la période du chômage qui est arrivé à plus que 11% en Italie. J'ai cherché à étudier le chômage à plusieurs points de vue. Donc, en étudiant les relations entre chômage et migration, l'intervention de l'État, donc les politiques économiques, mais aussi les différentes représentations du phénomène à partir de la langue, donc l'évolution des mots utilisés pour identifier le phénomène, la littérature, le cinéma, bien sûr les interprétations des économistes, et enfin la mesure statistique. Mais on ne peut pas faire une histoire de la mesure statistique avant d'avoir reconstruit ces contextes. On peut organiser cette histoire en trois étapes principales. La première correspond à l'Italie libérale, après le 1861, l'unification italienne, jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui était le moment de la découverte du chômage. La deuxième étape, l'entre-deux-guerres, qui en Italie correspond à peu près au fascisme. Et enfin, l'ère républicaine, qui en Italie est caractérisée pour l'introduction d'une nouvelle constitution en 1948, qui reconnaît pour la première fois le principe du droit au travail, donc avec des conséquences sur la lutte au chômage et les statistiques du chômage. Quand on commence l'histoire du chômage, donc, je crois qu'il faut commencer avec l'unification italienne, donc 1861. Bien sûr, c'est une interprétation, parce que chaque périodisation est aussi une interprétation, mais je crois qu'il faut souligner les liens qu'il y a entre l'unification italienne et le développement du capitalisme.
parce qu'avec l'unification, pour la première fois, on peut observer un cadre institutionnel homogène, avec aussi l'unification monétaire et douanière, la reconnaissance du travail salarié comme la forme normale du travail et l'élimination des résidus féodaux, on peut dire avec une définition classique. Mais même si je commençais cette histoire avec l'unification, il faut attendre la fin du 19e siècle, le début du 20e, pour observer la naissance de la catégorie de chômage et la mesure du chômage. Pourquoi? Je crois parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, en Italie comme dans le reste d'Europe, il y a une persistance d'une idéologie, d'une vision du travail bourgeoise pour laquelle le chômage se confond avec la pauvreté et le chômage est regardé comme une faute individuelle plutôt qu'un problème du marché du travail. Il y a une sorte d'équivalence entre chômage et paresse. En italien, on utilisait des mots pour indiquer chômage qui correspond à la grève, sciopero. Et donc, sciopero, c'est chômage. Sciopero, c'est chômage. Okay. Donc, oui. En effet, oui. Et j'ai suivi, pour faire une parenthèse, j'ai suivi une littérature française de ce point de vue. C'est tous des sociologues économistes, Topalov, Robert Saleh, qui avaient étudié l'invention du chômage. Donc, j'ai oublié de faire cette référence. Et donc, pourquoi je vous montre la couverture du roman pour l'enfance célèbre Pinocchio? Parce que je crois qu'il, dans ce livre, dans ce roman, se réfléchit cette idée du chômage comme une faute. Et dans ce livre, on peut lire que les vrais pauvres qui méritent assistance sont ceux qui, à cause de leur âge ou de leur maladie, se trouvent condamnés à ne plus pouvoir gagner leur pain par le travail. Et tous les autres ont l'obligation de travailler. Et s'ils ne travaillent pas, tant pis pour eux. Donc, la signification finale de Pinocchio, c'est cette idée du travail du chômage comme enfin quelque chose qui correspond à une faute et c'est une expression de paresse. Donc, il faut attendre, je disais, la fin du 19e siècle pour voir la découverte du chômage involontaire. Pourquoi la fin du 19e siècle? Je crois qu'il y a deux raisons principales. La première, de caractère plus économique, la crise économique de la fin du siècle, qui est caractérisée par la diminution des salaires et aussi la croissance des flux migratoires. Mais la deuxième cause est peut-être la plus de caractère politique. Ça veut dire le développement du mouvement ouvrier, qui signifie soit la naissance des syndicats, soit la naissance du Parti socialiste en 1893. Donc, ce nouveau contexte politique crée une condition nouvelle pour poser la question de la lutte au chômage et donc la recherche de statistiques. Donc, au début du XXe siècle, on peut trouver les premières sources statistiques, les premiers numéros sur le chômage. Le premier absolu est le recensement de 1901, le premier dans l'histoire italienne qui inclut une question statistique sur le chômage, bien que les résultats sont très insuffisants et pas fiables. Mais la chose intéressante, c'est la naissance de la catégorie. Encore en 1902, la création de l'Office du travail chez le ministère de l'Agriculture sur le modèle de ce qui déjà existait en France et dans d'autres pays. Et dans ces contextes, avant de dire encore quelque chose sur les statistiques, en 1906, en Italie, a organisé le premier congrès international pour la lutte contre le chômage à Milan. À Milan pour cause, parce que Milan était la capitale économique
de l'industrialisation italienne. Et Giovanni Montemartini était l'économiste du travail le plus important de cette période, qui a été le directeur de l'Office du travail, qui publiait après 1903 ce bulletin, vous voyez ici la couverture, avec beaucoup de données sur le travail en général et aussi sur le chômage. Sont des données très partielles, mais la chose importante, c'est la naissance d'une volonté de mesurer le chômage. La Première Guerre mondiale, bien sûr, est une césure pour plusieurs raisons. Dans l'après-guerre est introduite pour la première fois l'assurance chômage obligatoire en Italie en 1919, législation aussi sur le placement, des réformes qui, par exemple, la réduction de la journée de travail à 8 heures, et en 1920, la fondation du ministère du Travail. Donc, des réformes importantes dans la direction du réformisme libéral et socialiste en même temps. Mais les statistiques à cette époque restent très partielles, parce que les données dépendaient de la collecte des données, était organisée par d'autres institutions, et en particulier les offices qui géraient les offices de placement et l'assurance chômage. Mais l'assurance chômage était appliquée dans une manière très partielle, donc les nombres de chômeurs qui résultaient n'étaient pas fiables, encore à cette époque. En 1922, l'arrivée du fascisme, qui au début correspond à des politiques de démantèlement de l'État-providence, entre guillemets, parce que c'est un État-providence très limité, mais l'État-providence libéral. Et en 1923, en particulier, pour ce qui concerne le chômage, il y a un épuisement de l'assurance chômage avec l'élimination des travailleurs agricoles, donc une grande majorité des travailleurs. Aussi une politique de réduction des salaires réels. Mais dans ce contexte, la crise de 1929 arrive et produit ses effets terribles. Bien sûr, en 1933, les chômeurs officiels, selon les calculs de l'ISTAT, je dirais plus tard quelque chose sur les statistiques, arrive la taille du chômage arrive à plus qu'1 million de chômeurs. En général, quelles sont les politiques du fascisme face au chômage? Je peux dire que dans une certaine mesure, le fascisme cherche à cacher le chômage à travers des politiques de ruralisation de la population ouvrière, à travers la tentative de placer sous le contrôle de l'État le placement, le système public de placement, qui ne fonctionnait pas, mais il y a cette tentative, et une croissance des investissements dans les travaux publics, mais après la moitié des années 30. Les politiques de colonisation en Afrique sont aussi regardées comme une tentative de déplacer des travailleurs de l'Italie en Éthiopie pour résoudre le problème du chômage. Et enfin, aussi des interventions discriminatoires à l'égard des femmes, surtout dans l'emploi public. Donc, le fascisme avait introduit des lois qui limitaient le nombre de femmes qui pouvaient être employées dans certains offices publics et aussi privés. Donc, pour aider l'emploi des hommes, c'était l'idée. Les statistiques. Le fascisme est caractérisé par une importante nouveauté au niveau de la statistique publique, parce qu'en 1926, le gouvernement Mussolini crée l'Institut central de statistique chez le Premier ministre, qui avait le but de centraliser la collecte de données. Mais en fait, l'ISTAT n'est pas capable de centraliser toutes les statistiques, comme dans l'exemple des statistiques du chômage, qui sont réalisées par
d'autres institutions. L'ISTAT s'est limité à publier les données recueillies par d'autres sujets. Vous voyez ici un graphe qui résume les données officielles sur le nombre absolu de chômeurs. Donc, ce n'est pas un taux de chômage dans l'acception actuelle. On peut souligner le fait que le numéro de chômeurs tombe après le 1923, qui correspond à la réforme de l'assurance chômage que j'avais mentionné. Mais malgré ça, le nombre de chômeurs est de plus en plus grand après la crise de 1929 jusqu'à la moitié des années 30. Ici, il y a les données sur l'emploi qui réfléchissent un peu la dynamique que j'ai mentionnée. Mais la question est, on peut faire confiance sur les statistiques de l'ISTAT. Il y a eu un débat entre économistes et statisticiens, mais le fait que l'absence de centralisation pose une question de fiabilité de ces statistiques. Et en 1936, les publications sont suspendues, pas seulement les statistiques du chômage, en général les statistiques économiques, mais je peux dire seulement que le directeur général de l'ISTAT, Alessandro Molinari, avait dit heureusement, la publication a été suspendue parce qu'il savait que les données n'étaient pas très fiables. Mais c'est intéressant de mentionner une discussion, un débat entre économistes libéraux, en particulier Ernesto Rossi et Gaetano Salvemini, qui écrit plusieurs essais sur des revues à propos de la fiabilité des statistiques du chômage du gouvernement fasciste, et il soutient que les données, en effet, masquaient la vraie taille du chômage à cause du changement de la définition du chômage et à cause des différents problèmes dans la collecte des données, mais surtout les problèmes que je mentionnais. Ça veut dire la réforme de l'assurance chômage qui limitait les travailleurs qui pouvaient être subventionnés par l'assurance. Donc, il faut attendre enfin la naissance de la République pour voir quelque chose de différent. La République naît, comme vous savez, en 1946. Dans une nouvelle atmosphère politique, le travail est placé au cœur de la renaissance démocratique, en particulier de la nouvelle constitution, qui est la prémisse pour introduire des politiques plus cohérentes pour la lutte contre le chômage. Mais dans un contexte de l'après-guerre, de très grande misère et un non taux de chômage. L'ISTAT, l'Office statistique, l'Institut statistique gouvernemental, est réorganisé après 1945, en particulier à travers le nouveau, grâce au directeur général qui était Benedetto Barberi. On peut dire qu'il y a une révolution statistique au début des années 50, parce qui se déroule en différentes étapes. La première sont les travaux de la commission parlementaire d'enquête sur le chômage en 1952, mais surtout l'introduction des statistiques par sondage avec les méthodes de l'échantillon, et que l'ISTAT commence à introduire, surtout à travers le rôle de Benedetto Barberi, qui a été peut-être le premier directeur général de la statistique officielle avec une forte formation statistique. Et à partir de la moitié des années 50, l'ISTAT réalise ces statistiques qui sont encore aujourd'hui la source principale pour la mesure du chômage en Italie comme dans le reste du monde
occidentale. Et cette révolution statistique se vérifie plus ou moins dans la même période en France, dans d'autres pays européens. La nation qui avait pour la première fois introduit cette méthode était les États-Unis avant la guerre, comme vous savez. Mais malgré ça, à partir des années 50, il y a des débats et des controverses à propos de la signification de ces données. Par exemple, les statisticiens Paolo Fortunati de l'Université de Bologne, qui était influencé par un point de vue marxiste, critiquaient les statistiques officielles, pas pour l'application de la méthode des échantillons, mais pour la définition d'employés et de chômeurs, qui ne correspondait pas, selon lui, à la condition économique d'un pays encore agricole et caractérisé par une grande proportion de sous-emploi. Donc, le chômage était plus haut que les statistiques officielles montraient, selon Fortunati, par exemple. Je vais vite sur les années suivantes. Au début des années 60, bien sûr, avec le boom économique, le chômage tombe peut-être au niveau plus bas de l'histoire républicaine, 3-4%, qui est en moyenne nationale, qui cache bien sûr les différences entre les différentes régions italiennes. Mais malgré ça, à partir des années 60-70, économistes et sociologues ont introduit la catégorie du modèle italien de chômage. Ça veut dire un chômage qui correspond à la persistance de disparités régionales très fortes, et à la segmentation du marché du travail, et à l'existence d'une grande proportion de travail précaire et marginal que l'économiste Paolo Zillo Stabini avait estimé en 3 millions de travailleurs. Les années 70-80 sont caractérisées bien sûr par une instabilité économique qui, suivante à la fin du Bretton Woods, le choc pétrolier. Les taux de chômage en Italie continue à s'agrandir à peu à peu. Et il y a en même temps une croissance de l'État-providence, mais aussi le début de sa crise, comme partout dans le monde occidental, et des phénomènes intéressants à interpréter comme qui peut sembler opposés dans une certaine mesure. En même temps, la croissance de l'emploi des femmes, qui est la vraie nouveauté des années 70 et 80, et la croissance du chômage des jeunes. Et aussi, surtout à partir des années 90-2000, la croissance de la précarité, qui pose la question s'il y a ou pas une sorte de retour au passé quand le chômage se confond avec la précarité et la pauvreté. Ce dernier graphe vous montre les données officielles les plus récentes. Et, dans ces cas, c'est un taux de chômage classique. On peut observer deux choses. Bien sûr, la croissance très forte du taux de chômage après la crise des années 2008-2009. Et aussi, l'autre chose intéressante est la réduction pour la première fois de la distance entre les taux de chômage pour les hommes et pour les femmes. Peut-être je peux terminer ici parce que Jean-Guy m'avait indiqué une vingtaine de minutes. Peut-être je suis déjà au-delà du limite. Mais on peut dire encore quelque chose après la discussion. Je peux vous rappeler qu'à ce sujet, j'ai publié une monographie en italien, mais aussi cet article en anglais qui est en sorte de résumé de la monographie sur la revue italienne d'histoire économique qui vous pouvez très facilement trouver, mais vous pouvez m'écrire, je vous l'envoie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.
Donc, Hélène, je ne sais pas si tu peux peut-être juste s'arranger qu'on voit aussi les gens qui sont en ligne. Ça va être peut-être plus compliqué. Pas grave, sinon, l'important, c'est que les gens nous voient. Je sais que, bon, je voyais qu'il a levé la main, puis je crois que Jean-Guy avait préparé aussi une intervention. Oui, mais je vais peut-être juste faire une petite commentaire. Merci beaucoup, Manfredi. J'ajouterais qu'il y a un autre livre qui a été publié par Manfredi, qui est plutôt sa thèse de doctorat, qui s'appelle la découverte du chômage, mais qui porte vraiment sur la période de l'Italie libérale, même des années 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, évidemment, quand on fait un survol comme ça de l'histoire de la mesure du chômage en Italie, moi, je suis porté à essayer de faire une comparaison avec le Canada puis à voir les différences. Puis la première chose qui me frappe, c'est qu'il y a un vif intérêt pour le problème du chômage et sa mesure en Italie très tôt, là, dans les années 1890, 1900, 1910, ce qui n'est pas du tout le cas au Canada. Dans le recensement de 1891 au Canada, il y a une question qui dit « Êtes-vous au chômage? » Et puis, on répond oui ou non. Puis, il n'y a aucune trace dans les archives de pourquoi on a posé cette question-là. Tout ce qu'on a, c'est les résultats agrégés, que les historiens trouvent intéressants, c'est plutôt que rien, mais ils ne savent pas pourquoi on a posé cette question-là. Ça, c'est les problèmes des archives, de garder des traces de ce qu'on décide au Canada qui se posent. Et puis, il y a eu aussi des recensements du chômage en 1931 et 1941 avant qu'il y ait l'utilisation de méthodes échantillonnales. Et puis, là aussi, c'est des résultats sur lesquels on s'interroge, mais on ne comprend pas tout à fait quelles étaient les motivations derrière ça. Mais si on compare le Canada de cette époque-là à l'Italie, ce qu'on voit, c'est que s'il y avait un mouvement socialiste en croissance en Italie, je ne pense pas qu'il y en avait à ce moment-là. Je ne vois pas de projet politique là, au tournant du 20e siècle qui aurait pu requérir des connaissances solides là, sur l'étendue, les caractéristiques du chômage. La question classique de Zombart, ça s'applique au Canada évidemment aussi, pourquoi il n'y a pas de mouvement socialiste. Aussi, je pense qu'une différence, c'est que dans les centres urbains au Canada, puis on a vu qu'à Milan, par exemple, j'imagine peut-être à Turin, à Rome aussi, on a eu ça, il y a un intérêt. Ici, dans les centres urbains, j'ai l'impression que les pouvoirs locaux n'ont pas beaucoup de ressources pour faire ce genre d'enquête-là. Puis au niveau national, il n'y a pas vraiment de curiosité, disons, pour ça. Et puis, j'ajouterais qu'il n'y a pas de mouvement intellectuel qui est capable disons, de poser le problème dans une perspective théorique qui permettrait de le saisir. Pour ça, il va falloir attendre la grande crise des années 30, avec la montée des syndicats, du CCF, et puis des idées keynésiennes dans les cercles de hauts fonctionnaires canadiens à Ottawa. Donc, évidemment, avec le keynésianisme, pour la première fois, on peut envisager le chômage comme une quantité homogène. Travail versus chômage au début. Après ça, on peut raffiner ces choses-là. Et avec les méthodes d'échantillonnage qui sont perfectionnées, bien évidemment, on peut mesurer les fluctuations de la quantité à des intervalles réguliers et les mettre en relation avec d'autres agrégats économiques. Donc, ça donne lieu à un projet politique de plein emploi. Va devenir, là, éventuellement, parce que le Parti libéral a dit toujours ça, un emploi raisonnable, un taux d'emploi raisonnablement élevé. L'assurance chômage se met sur pied, donc, après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, maintenant, on commence à avoir des outils empiriques pour être capable de traiter ça. Maintenant, si je reviens à l'Italie, moi, j'ai une série de petites questions. Des fois, c'est plus pour approfondir des choses. J'aurais aimé ça que tu en dises un peu plus sur le rôle des autorités locales vis-à-vis celui des autorités centrales, compte tenu que les autorités centrales, disons, doivent décider pour l'ensemble d'un pays avec des zones économiques très différentes. Peut-être en dire un petit peu plus sur la question du chômage rural aussi. Comment est-ce qu'on a traité ça, si c'est surtout dans les grandes villes qu'on s'intéressait à ça pendant la période libérale.
Et une troisième question que j'aurais pour la période post-45, est-ce qu'il y a une influence du keynésianisme dans la mesure du chômage? Tu as mentionné trois économistes, statisticiens, Barberi, Fortunati, Silos Labini. Peux-tu juste préciser, bon, tu as mentionné que Fortunati était plus qu'influencé par le socialisme. C'était un membre de haut vol du Parti communiste. C'était un des principaux intellectuels communistes, je pense, scientifiques. Mais les autres, quels sont les liens avec le keynésianisme, si on pouvait en savoir un petit peu plus? Puis l'autre, c'est un petit peu un commentaire. Je me pose la question. Quand on parle de masquer le chômage et ainsi de suite, les définitions sont conventionnelles. À partir du moment où on accepte ça, je comprends que si on change la définition et on fait une courbe, c'est des définitions différentes, ça ne vaut rien. Mais s'il y a une certaine stabilité dans la définition, là, les variations entre les périodes, puis on les voit, ont quand même une signification parce que je veux dire, le nombre exact de chômeurs n'est pas si important que ça. Mais si le chômage monte de façon significative ou d'une façon significative, déjà pour un décideur public, il y a des éléments d'information. Je ne sais pas si on peut ajouter quelques petites choses là-dessus. Oui. Merci, Jean-Guy. Il y a plusieurs questions. Je pris une petite note aussi pour la première part de ton intervention, mais qui est liée aussi aux questions finales. Pour exemple, quand tu posais la question des institutions publiques et privées, et les autorités locales et centrales. En effet, dans la période libérale, on observe une centralité importante de certaines institutions locales privées, comme la Société humanitaire de Milan, qui était une société philanthropique dans laquelle le même Giovanni Montemartini avait joué un rôle très important comme économiste. Et après avoir eu cette expérience dans cette association privée, il est devenu directeur de l'Office du travail gouvernemental. Donc, il y a cette sorte de communication influence entre les structures privées locales, parce qu'elle était basée à Milan, et le gouvernement central et la statistique centrale. Bien sûr, peut-être dans le contexte de Milan, cette association privée avait plus des ressources économiques pour faire des sondages, des enquêtes sur un contexte plus limité. Et la société humanitaire publiait des enquêtes sur le chômage agricole pour répondre aussi à la question sur le chômage rural, des enquêtes sur le chômage agricole, mais avec une focalisation sur un territoire limité, parce que c'était difficile à cette époque d'imaginer un recensement national ou une enquête nationale, considérant la variété aussi des contextes agricoles. L'influence du keynésisme, pour ce que j'ai observé, n'est pas très évident en Italie dans l'après-guerre, à différence que dans d'autres pays comme l'Angleterre ou aussi en France ou au Canada. Mais peut-être aussi pour des raisons politiques, parce que les gouvernements aux années 50 était dominé par le parti de la démocratie chrétienne. Et donc, il faut attendre peut-être l'arrivée des socialistes dans la majorité gouvernementale pour avoir quelques éléments de keynésisme plus explicites. Mais je crois que même si dans une manière souterraine, mais le keynésisme marchait aussi, était influent aussi dans les années 50, peut-être aussi dans la mesure du chômage. Mais officiellement, les statisticiens et les économistes qui gèrent les statistiques du chômage ne
on fait référence à la théorie générale de Keynes ou à d'autres catégories keynésiennes. Quelqu'un refuse aussi le keynésiisme comme théorie. Et là, bien sûr, si la définition du chômage ne change pas, peut-être les statistiques sont fiables, on peut considérer la mesure du chômage comme quelque chose d'objectif entre lui-même. Mais le problème, c'est reconnaître les changements des méthodes et des définitions qui peut être encore plus important que la méthode de la collecte des données. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout ça. Oui. Dans le premier graphique là, sur le nombre d'évolution du chômage, le premier des années 20, on voit une chute avec, tu l'as mentionné, mais je vais être sûr de comprendre. Oui. On voit une chute à partir du milieu des années 20 à la suite de la création de l'assurance chômage. Oui. Okay. Donc, je voulais comprendre pourquoi que la suite de l'assurance chômage, ça diminue. Est-ce que ça veut dire que ne comptait comme chômeurs que ceux qui avaient de l'assurance chômage? Parce que le fait de créer une assurance chômage, je ne vois pas en quoi ça baisse le chômage. L'assurance chômage a été introduite en 1919. En 1923, il y a la réforme du gouvernement Mussolini qui réduit les travailleurs qui pouvaient avoir l'assurance. C'était les travailleurs agricoles qui étaient la grande majorité des travailleurs. Donc là, selon Rossi et Salvemini, par exemple, la chute du nombre absolu de chômeurs était la conséquence de cette réduction de l'assurance chômage, parce que les données étaient le résultat d'une collecte d'un ensemble de données qui venaient soit de l'office qui gérait l'assurance chômage, soit les offices de placement. Donc, c'était une sorte de combinaison deux définitions. Avec une définition différente. Oui, bien sûr. C'était de la réforme de l'assurance chômage. C'est ça. Donc, la réforme de l'assurance chômage amène une nouvelle définition. Non, ce n'est pas une nouvelle définition, mais c'est la réforme va limiter les catégories de travailleurs qui pouvaient bénéficier. Et les travailleurs agricoles sont éliminés, exclus. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas en chômage. Oui. Non, ça veut dire qu'il ne peut pas bénéficier de l'assurance. À ce moment-là, non, mais ça veut dire même, si je dis la courbe ici, c'est ceux qui bénéficient de l'assurance chômage. Hein? C'est ça qu'ils disent. C'est ceux qui bénéficient de l'assurance chômage. Oui. Les autres ont dit, vous ne bénéficiez pas de l'assurance chômage. Et comme... Oui, c'est ça, parce que ta source, c'est les statistiques administratives. Exactement. Ça revient à une autre définition. Oui, je vous rappelle que c'est un nombre absolu. C'est encore mieux en nombre absolu. Ça veut dire que le nombre absolu diminue, ce qui est à cause de la création d'une organisation. Et donc, il prend ces mesures. Et en donnant ces chiffres-là, concrètement, pragmatiquement, ça revient à prendre une autre définition. La même personne était chômeuse. C'est ça. À cause des sources. OK. L'autre question qui est reliée à cette question-là, parce que ça revient à ce que tu disais, quand on dit êtes-vous en chômage, on peut dire êtes-vous en chômage au moment du questionnaire. Donc, ça, c'est aujourd'hui, je reçois le questionnaire de StatCan, viendra travailler dessus. Je réponds non. L'autre, qui est une définition différente, c'est-à-dire au cours des 6 derniers mois, est-ce que vous travaillez? Donc, c'est très technique. La définition, il faut avoir la définition exacte. Parce que ce n'est pas la même chose de dire aujourd'hui, je suis en chômage, alors j'ai perdu mon emploi hier. Dans 2 semaines, j'ai un nouvel emploi. C'est ça qui est l'enjeu. C'est de dire, c'est quoi la définition? Autant T1, par exemple, le sondage de 1891 qui est repris sûrement dans celui de 1901 pour le Canada. Non, c'est ça le sondage, c'est que ça disparaît. Ça vient juste une fois. Donc, quand ils l'ont pris en 1891, et le bon chômage, je pense que le contexte linguistique disait au moment de remplir le questionnaire. Par définition, le recensement se répond le jour même. C'est ça. On disait combien de personnes dans la maison? Il y en a 2. Les 5 autres sont allés jouer au golf. C'est ça, mais aujourd'hui, la question, c'est ça porte sur un mois.
C'est-à-dire, est-ce que vous avez été en emploi durant les 4 dernières semaines ou allez-vous commencer un emploi dans les 4 prochaines semaines? Exactement. Et puis là, si on répond non, après ça, on va dire est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Puis là, si on a des deux affaires, on a fait non, puis oui, on devient un chômeur. Oui. Mais c'est différent de si on prenait les statistiques administratives de l'assurance chômage. Là, quand il y a un changement de législation qui resserre ça, parce que ça a tendance plutôt à resserrer, ben, ça fait diminuer le nombre de prestataires. Puis si c'est à peu de pays, ben, tu dis, regardez, moins en moins de chômage. Voilà. Donc, ces chiffres-là, la Cour, par la façon dont ils est construite, revient, même s'ils ne disent pas voici la définition, c'est une autre définition. Sociologiquement et même théoriquement, mathématiquement. Non, mais je ne suis pas sûr qu'elle chante, je ne suis pas sûr que c'est l'autre. Donc, il change pas, mais il montre ça, parce que Oui. ça, c'est absurde. La création d'une organisation fait baisser le nombre absolu. Voyons donc. Sociologiquement, c'est absurde. Justement, en lien avec la façon de mesurer, vous avez parlé de ruralisation du chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était pour faire le lien aussi avec la question de Jean-Guy. Qu'en est-il du chômage rural? Est-ce qu'on ne le mesure pas, on le mesure mal ou qu'est-ce qui se passe? Tous les deux, peut-être. Je voulais dire que le chômage, avant tout, le chômage peut changer comme condition s'il est en chômage d'un travailleur, d'un ouvrier de l'industrie ou s'il est en chômage agricole. Parce que, par exemple, les travailleurs agricoles, traditionnellement, sont caractérisés par une sorte de pluriactivité, plusieurs activités dans le même moment. Et donc, il peut obtenir d'autres revenus par d'autres travails. Donc, la mesure de chômage peut changer pour des différences méthodologiques et surtout d'accès au sujet qui doit être interviewé. Donc, mais ça change dans les différentes périodes que je mentionnais. Après la connaissance des statistiques par échantillon des années 50, la différence entre chômage agricole et industriel n'est pas significative. Mais peut-être la différence est plus évidente, plus importante pour l'ère libérale dans laquelle n'existaient pas des outils de statistiques raffinés comme les enquêtes par sondage. Donc, il fallait peut-être pour les chômages agricoles faire des enquêtes plus qualitatives que non quantitatives. Par exemple, la commission parlementaire d'enquête que je mentionnais avait publié des monographies régionales sur le chômage agricole parce que c'était peut-être un instrument plus efficace à cette époque pour observer les détails dans le monde du travail plus compliqué. Si la réponse était claire. Une autre question. C'est plus pour la période 1, je m'intéresse au mot. Tu en as glissé un mot, je connais dire au début, mais justement, les premiers mots, là, parce que là, on dit chômage, parce qu'on parle français, mais en anglais, c'est unemployment. Donc, toi, c'est quoi le mot italien? Désoccupation. OK. Et donc, quand il change de sens, est-ce que c'est le même mot qu'on a appelé? Si tu as parlé de Pinocchio, oui, le mot dans Pinocchio, c'est... Peut-être dans Pinocchio, on n'utilise pas le mot désoccupation qui correspond au chômage. Et qui apparaît En italien, j'observais que les mots utilisés sont quelquefois scioperato, c'est-à-dire chômeur, ou... Je pense que c'est important, c'est ça qui a manqué. C'est sciopero, ça veut dire la grève aussi. Hein? Donc, quelqu'un qui est en chômage, on dit, il fait la grève. Il ne veut pas accepter le salaire qu'on lui offre, il fait la grève. Oui, c'est ça. Donc, la chose intéressante du livre de Tantop, alors, c'était cette analyse linguistique qui faisait pour le français et l'anglais.
C'est ça, parce que, tu vois, au Canada, là, dans les années 30, là, quand il y a les discussions sur les méthodes d'échantillonnage, il y en a qui disent, si on veut mesurer le chômage, c'est une bonne chose d'adopter ces méthodes-là. Puis le statisticien en chef répond, il n'y a pas de chômage à mesurer. Si les gens acceptaient les salaires qu'on leur offre, ils ne seraient pas en chômage. Donc, c'est comme Travail. travail. Il y a un peu ça à l'époque, on le dit avec presque 40 ans. C'est une chose différente de la théorie monétariste contemporaine, mais enfin, c'est le résultat est le même. C'est l'idée que qui ne travaille, le chômage est toujours volontaire, c'est pas involontaire dans une certaine mesure. Oui, je trouve que le chômage frictionnel, qui est un C'est concept le chômage frictionnel. Sì, ma è l'utilizzazione in italiano scioperato o senza lavoro, bien sûr. Sans travail. Sans travail. Et ça émerge quand ces mots-là sont regarde dans. Si on a est-ce que ça a été fait le travail linguistique sur l'italien? Mettons, tu prends un corpus de 1600 à 1800. Dans ma thèse doctorale qu'il a mentionné, j'ai fait un petit travail sur le vocabulaire portugais depuis 1700-1800 et quelques recherches un peu empiriques peut-être sur un peu de littérature italienne à partir de la Dante, Boccaccio, etc. Et j'ai trouvé que les mots qui correspondent au français chômage, ça veut dire disoccupation, existaient déjà à l'époque de Dante, mais il avait un autre acception, un autre sens, signifiait disoccupation comme libérer, déplacer quelque chose. La siège est disoccupante parce qu'il y a personne. Il y a personne dessus, oui, c'est ambigu. Donc, c'était intéressant de voir ce changement linguistique comme mesure de l'évolution de la catégorie qui n'existait pas, en effet, avant la fin du 19e siècle. C'est le capitalisme. C'est que tu es en chômage, il dit qu'il faut que tu travailles. Même Marx utilisait comme Topolov, si j'ai bien me souviens, disait le mot arbeitslos, il disait la métaphore militaire de la réserve, de l'armée. Les travailleurs de réserve. Sous-population. Donc, Lumpen prolétariat. Lumpen prolétariat. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, je veux juste dire que moi, je trouve sur l'histoire du chômage, un des intérêts de l'Italie, c'est que tu as parlé de la périodisation, mais là, c'est une périodisation qui est forte. On n'a pas beau dire que c'est arbitraire. Je veux dire, le passage d'Italie libérale au fascisme, puis la chute du fascisme, l'établissement du régime républicain, tu as vraiment des changements de régime, puis tu as des façons de considérer le chômage qui correspondent assez bien à ces régimes-là. Donc, ça, c'est ça, vraiment, en Italie, il y a des choses qu'on voit qui sont comme plus progressives ailleurs, mais là, si on voit les coupures. Oui, peut-être d'un point de vue strictement lié à l'évolution des statistiques, la périodisation pouvait aussi être différente. Par exemple, une première période qui inclut la période libérale et le fascisme, parce que les statistiques, la qualité des statistiques ne change pas, est la même, enfin, et la période républicaine. Donc, peut-être c'est une alternative. J'ai suivi cette périodisation classique pour montrer aussi le changement facile, mais en effet, d'un point de vue des méthodes statistiques, la vraie césure, c'est l'introduction des échantillons. Alors, s'il n'y a pas d'autres discussions, bien sûr, la discussion peut se continuer hors ligne. S'il n'y a pas d'autres interventions pour l'instant, mais moi, je vais tout de suite vous remercier, Mme Petit, d'avoir été avec nous puis pour cette présentation. Remercier Jean-Guy aussi d'avoir initié cette collaboration avec le CIRST et d'avoir permis qu'on vous accueille ici. On espère que vous avez apprécié votre séjour. Merci aux gens qui étaient en ligne aussi pour avoir assisté.
Puis, on vous invite bien sûr à rester à l'affût des prochaines nouvelles sur notre site et médias sociaux pour les prochaines activités. Donc, c'était un bien beau lancement pour cet automne. Remercie encore. Merci à vous. Merci à vous.